Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Cartoon Horror Show. Aujourd'hui, nous allons traiter de 5 histoires effrayantes qui se sont passées sur le dark web. Mais avant que ça commence, j'aimerais vous présenter le sponsor de cette vidéo, Raid Shadow Legends. Ils viennent tout juste de sortir le Doom Tower. Présentant 120 étages, vous y découvrirez de nouveaux challenges et des boss redoutables. Et oui, il y a même des araignées. C'est l'occasion pour les arachnophobes de vaincre leur peur. Explorez 3 chemins différents à travers l'événement de la Voie de la Lumière pour obtenir les récompenses que vous désirez le plus. D'ailleurs, il y a aussi de nouveaux champions hors du commun qui sortent et un ensemble de skins pour Trunda Jilmalet. De plus, Raid organise actuellement un événement spécial, Deliana Chase, au cours duquel tous les joueurs nouveaux et anciens peuvent obtenir la fantastique Deliana, une toute nouvelle championne légendaire de la faction des hauts elfes. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous connecter et de jouer à Raid pendant 7 jours entre maintenant et le 20 juillet et vous obtiendrez gratuitement Deliana. C'est aussi simple que ça. Quant aux nouveaux joueurs, bénéficiez du code promo MyDeliana pour obtenir des bracelets de 50 XP afin de maximiser votre héros légendaire Deliana au niveau 50. Mais recevez aussi une tonne d'argent, de quoi bien débuter l'aventure. Mais ce n'est pas tout, utilisez mon lien ou scannez le QR code ici. Ainsi, les nouveaux joueurs gagneront un pack de démarrage gratuit d'une valeur de près de 30$. Vous recevrez ainsi dès votre arrivée le champion Terrell gratuit, 200 000 d'argent, un bonus d'XP, une recharge d'énergie, mais aussi et surtout un shard ancien qui vous permettra d'invoquer un fabuleux champion. Donc n'attendez plus et jouez à Raid Shadow Legends. Je travaille pour une grande entreprise qui aide à démanteler les mauvais sites sur le web. Je ne peux pas révéler son nom ici, mais ça fait maintenant plusieurs années que j'y travaille. Il y a quelques années, j'ai découvert un groupe de Red Room appelé les 5 véritables Red Rooms sur le Deep Web. Maintenant que j'en ai parlé, n'allez pas traîner là-bas pour essayer de les trouver, parce que, de toute façon, vous n'y arriverez pas. Une véritable Red Room n'est pas accessible via Tor. Si vous essayez, vous deviendrez simplement la proie idéale des virus merdiques susceptibles de s'en prendre à votre ordinateur. On m'a dit que c'était du fake, mais je peux vous assurer que ce n'est pas le cas pour quelques-unes d'entre elles. Il est très difficile pour une personne qui ne comprend pas le concept des 5 véritables Red Rooms d'essayer de s'y introduire. Disons simplement que vous devez connaître quelqu'un qui gère l'une d'entre elles. Il n'est pas possible d'y accéder via Tor. Vous devez avoir un code d'accès en votre possession, ou être suffisamment chanceux pour en obtenir un, et être autorisé à entrer. Vous devez prouver que vous êtes digne de confiance. Dans le cas dont je vous parle, j'ai gagné la confiance d'un modérateur de l'une d'elles. Les véritables Red Rooms sont une série de 5 pièces, un peu comme des portes. Si vous parvenez à accéder à la première Red Room, vous payez un montant en bitcoin et montrez ainsi que vous êtes sérieux. Vous pourrez obtenir la permission d'accéder à la deuxième pièce et ainsi de suite. Qu'y a-t-il dans ces lives malfaisants ? Je vais vous le dire. Voilà pour la première véritable Red Room. J'ai cliqué sur le premier interface, la boîte de dialogue noire est apparue, me demandant mon code d'accès. Je l'ai entré, c'était 4 chiffres, un tiret et mon nom d'utilisateur, et ça me donnait accès au site. Il était écrit « Autorisation accordée » et voilà. Je trouvais ça trop simple. Sur la première page, il y avait des vidéos dans les cases noires avec des titres. Certaines d'entre elles étaient intitulées « Regardez comment je fais peur à Kara » ou bien « Tiffany se prend un coup de flip ». J'ai cliqué en premier sur celle qui mentionnait Kara. Un homme, avec ce qui ressemblait à l'appareil photo d'un téléphone portable, filme une porte d'entrée. Il est à l'intérieur d'une maison, vraisemblablement en train de se cacher derrière une porte, d'où je peux voir les meubles d'un salon. Il y a un joli sofa en cuir noir et des étagères dans la pièce. Il chuchote dans une langue étrangère que je ne comprends pas. Pas une seule fois, il ne montre son visage. Soudain, la poignée de la porte tourne et j'entends des clés teintées. Une fille en uniforme d'infirmière vert, bronzée avec des cheveux blonds entre. Elle est de petite taille et doit probablement avoir une vingtaine d'années. Tout à coup, j'entends une voix d'homme qui crie « Ne bouge pas !» Elle s'est figée comme une biche dans la lumière des phares d'une voiture, puis a hurlé et a laissé tomber ses clés. Un homme habillé tout en noir avec un masque de ski noir court vers elle, un énorme marteau à la main. La fille lève les bras et il lui assène 2 coups de marteau sur la tête. Elle tombe à terre et le sang se répand sur le tapis blanc. Elle est complètement assommée. L'homme montre du doigt celui qui se cache derrière la porte et semble prononcer les mots « C'est bon ». Les 2 caméras sont coupées. Si c'était vrai, c'était la chose la plus dérangeante que j'ai jamais vue. Ça n'avait vraiment pas l'air d'être truqué. Je ne sais pas ce qui s'est passé ensuite. Je pouvais seulement l'imaginer. Je n'avais même pas envie de cliquer sur la deuxième vidéo, mais je l'ai fait. La vidéo suivante était intitulée « Tiffany se prend un coup de flip ».
C'était encore pire. Cette fois, la caméra a fait un zoom avant, filmant ce qui ressemblait à un parc. Une femme brune portant un jogging bleu faisait des tours sur une piste en courant. Le type à l'accent étranger est assis dans ce qui semble être sa voiture, et je peux voir que le pare-brise est fissuré. Il porte des gants noirs mais ne montre son visage à aucun moment. Il rit et dit quelques mots, tandis que la fille est toujours en train de faire son jogging. Je voulais crier pour que cette jeune fille s'enfuit et quitte le parc, puis j'ai réalisé que je ne pouvais rien faire. Elle ne pourrait pas m'entendre. Tout à coup, la caméra est coupée. Je pensais que la vidéo était terminée, mais j'avais tort. Terriblement tort. La vidéo reprend sur ce qui s'apparente au mode vision nocturne. C'est vert et un peu hachuré. Je peux apercevoir autour ce qui semble être un regroupement de pins. Puis je me rends compte de l'objet sur lequel la caméra est focalisée. Une fille se trouve dans quelque chose qui ressemble à l'arrière d'un camion et elle essaye de crier. Ses bras et ses jambes sont ligotés et sa bouche est bâillonnée. Elle ressemble à la fille en jogging bleu que j'ai vue plus tôt. Elle est pieds nus. Je peux seulement apercevoir les gants noirs et un bras poilu. On dirait le même type que dans la vidéo précédente. Il est habillé tout en noir et brosse délicatement les cheveux noirs de la jeune fille. Et l'homme qui tient la caméra dit à cette dernière de se calmer en anglais. Elle pleure. Puis il commence à traîner son corps hors du camion et cogne sa tête sur le rabat du coffre par accident. Je suis soulagée, pensant qu'il s'agit d'une blague et qu'elle va s'en sortir. Tout à coup, je suis pris de nausée. J'arrive pas à croire ce qu'ils sont sur le point de faire. L'homme en noir avec le masque de ski l'a placée sur le sol. Elle arrête de pleurer et commence à crier. La caméra zoome sur son visage, les lumières s'éteignent sur elle, et tout ce que je contemple alors est l'obscurité. La pauvre fille a perdu tout espoir. Je veux pleurer, et je retiens mes larmes. Ils ont commencé à attacher son poignet au pare-choc de la voiture. Le caméraman est toujours là, tenant la caméra. L'autre homme prend la voiture. J'entends le vrombissement du moteur. Il s'apprête à la traîner derrière. Et sur ces images, la vidéo s'arrête. J'ai commencé à le faire sur un coup de tête. Mon frère a une obsession malsaine pour les vlogueurs en ligne. Il ne se passe pas une seule journée sans qu'il ne m'envoie des liens de vidéos de gens en train de prendre part à une sorte de défi ou réalisant une quelconque expérience sociale. Alors, lorsque la tendance sur toutes ces boîtes mystères provenant du Deep Web a commencé, j'ai été l'un des premiers à le savoir. Mon frère a bien dû m'envoyer des dizaines de vidéos de préadolescents agaçants ouvrant des boîtes remplies de babioles qu'ils essayaient de rendre glauques et effrayantes. Quand mon frère m'a demandé mon avis, je lui ai dit que ça associait l'ennui d'une vidéo d'unboxing à la stupidité du Tide Pod Challenge. J'ai ajouté que la plupart d'entre eux fabriquaient probablement les boîtes eux-mêmes, et que même moi je pouvais le faire. Et c'est là que les choses ont commencé à se mettre en place. Une recherche rapide a confirmé qu'il s'agissait d'une tendance croissante. Des centaines de personnes affirmant avoir ouvert des boîtes contenant de la drogue, des armes de crime ou de mystérieuses clés USB. Certains vlogueurs ont même affirmé avoir dépensé des milliers de dollars pour une seule boîte mystérieuse. Cela était évidemment bidon. Mais qu'en était-il des autres ? Y avait-il vraiment des gens prêts à dépenser au moins une centaine de dollars pour avoir la chance de faire le buzz ? Je l'aurais parié, et malheureusement, j'avais raison. Assembler les boîtes fut plus facile que je ne l'avais prévu. J'avais quelques boîtes en carton fourrées dans mon placard qui se sont avérées être de la taille parfaite pour mon usage. Quelques tournevis rouillés faisaient tout à fait l'affaire comme arme de crime. Le tiroir de mon bureau contenait un surplus de vieilles clés USB que j'ai remplies de diverses vidéos flippantes après les avoir téléchargées pour compléter les boîtes. Enfin, des cachets contre la sinusite périmée se sont révélés particulièrement convenables pour passer pour des drogues mystérieuses du Deep Web une fois les étiquettes décollées. La mise en place du site sur le Deep Web a été un peu plus compliquée, mais de nos jours, on trouve des tutoriels pour tout et n'importe quoi en ligne. À l'heure du coucher, j'étais l'heureux propriétaire de l'Emporium des Mystères, pour la valeur de 50 bitcoins. N'importe qui pouvait être l'heureux propriétaire d'une boîte mystère. Bien sûr, le site semblait tout droit sorti des années 90, mais c'était suffisant. Je faisais mes affaires. Le lendemain matin, je suis partie à la recherche de clients. Heureusement, les messages de mon frère m'avaient permis de me familiariser avec la communauté des vlogueurs en ligne, et j'ai envoyé des messages à quelques-unes des petites chaînes avec des comptes anonymes que j'ai créés, et j'ai laissé quelques commentaires sur les dernières vidéos. Tu devrais faire une vidéo d'unboxing sur le Deep Web. Tu sais ce qui serait vraiment cool? Déballer quelque chose qui viendrait du Deep Web. Je parie que tu aurais des millions de vues. J'ai entendu parler d'un nouvel endroit sur le Deep Place, appelé l'Emporium des Mystères. Ils vendent des boîtes mystères, tu devrais aller y jeter un œil. Donc tout ce que j'avais à faire était m'asseoir et attendre. À la fin de la journée, j'avais fait 6 ventes. Pas grand chose en tout, mais assez pour remplir le frigo. En fin d'après-midi, les boîtes étaient prêtes à être expédiées. Je n'essayais pas d'arnaquer ces gens après tout. Ils ont tous pu faire leur stupide vidéo, et j'ai eu à manger. Tout le monde était content. J'en ai vendu un peu plus au cours des semaines suivantes, mais l'intérêt a fini par retomber. La vie a poursuivi son cours, mon frère m'a envoyé d'autres vidéos stupides, et j'ai peu à peu oublié mes activités de marchand du Deep Web jusqu'à vendredi dernier. Lorsque je suis rentrée du travail, un paquet m'attendait devant la porte de mon appartement.
Quand je l'ai pris puis examiné, j'ai réalisé que c'était une de mes boîtes mystères. Il semblait que j'avais un client insatisfait. Mais ce n'était pas comme s'il allait récupérer son argent. Je l'ai amenée à l'intérieur et l'ai ouverte. Elle était vide à l'exception d'une clé USB que je n'ai pas reconnue. J'étais curieux de voir ce qu'elle contenait. Mais je n'allais pas laisser un pirate mécontent de son achat infecter mon ordinateur. Alors j'ai sorti un vieil ordinateur portable que je n'utilisais presque plus et je l'ai branché. Elle était remplie de photos. Des photos de ma ville, de mon appartement, de moi. La personne qui me l'avait envoyé m'avait suivi, était dans ma maison et regardait ces photos. J'ai réalisé à quel point j'étais dépassée par les événements. Vous voyez, ce que vous pouvez trouver sur le Deep Web n'est pas toujours faux. Il y a des gens là-bas qui vendent de vraies boîtes à secrets. Et ils en ont marre des escrocs comme moi, qui leur prennent leurs bénéfices. Heureusement, ils sont aussi très généreux et veulent me donner une seconde chance. Ainsi, je suis heureux d'annoncer que l'Emporium des Mystères est désormais géré par une nouvelle personne. Dès à présent, pour un tarif tout aussi bas, vous recevrez une vraie boîte mystère. Elle comprendra un instrument spécial de la collection personnelle de mon nouveau partenaire, ainsi qu'une vidéo expliquant comment l'utiliser, dans laquelle j'apparaîtrai. La partie du corps ou l'organe extrait pendant la vidéo sera également inclus en guise de cadeau souvenir. Les offres sont limitées, alors retrouvez-nous sur le Deep Web dès que possible. Nous sommes ravis de faire affaire avec vous. Le dark web a ruiné ma vie. Je n'y suis allée que parce que je savais que mon oncle y allait auparavant. Il est très doué avec les ordinateurs, donc je pense que je tiens mes compétences informatiques de lui. Je dirai pas comment j'y suis allée, parce que je veux pas que d'autres fassent la même erreur que moi. Bref, après avoir cherché un peu, j'ai trouvé un lien intitulé « Paysage hypnotique ». Je sais pas ce qui m'a poussé à cliquer dessus. Je n'avais pas prévu de cliquer sur quoi que ce soit. Je voulais juste jeter un coup d'œil pour apaiser ma curiosité, je suppose. Cependant, lorsque j'ai cliqué dessus, c'était bizarre. C'était juste un mélange d'images de paysages normaux, des montagnes, des vieux châteaux, des océans, des trucs normaux. Puis les images ont commencé à se succéder de plus en plus vite. Je n'arrivais même plus à distinguer ce qu'elles représentaient. J'ai vu beaucoup de rouge, peut-être du sang sur des vêtements ou un matelas, je suis pas sûre. Mais on aurait dit qu'il y avait des mots sur les images. Je pouvais pas lire ce qui a été écrit, mais le temps que j'essaie, les images avaient à nouveau changé. Soudain, les images ont cessé. Et un écran vide avec un texte blanc est apparu. Il était marqué « Bonne chance ». Je dois peut-être mentionner que tout ça s'est produit en environ 30 secondes. Ensuite, j'ai tout éteint et je suis allée me coucher. Le lendemain matin, quand je me suis réveillée, j'avais une migraine horrible et elle ne passait pas. Quand je suis allée à l'école, tout le monde semblait très bruyant et pénible. Cet élève en particulier, Anthony, me rendait folle. Il n'arrêtait pas de me titiller avec son crayon, comme il le faisait tous les jours. Je lui disais d'arrêter, mais il se contentait de rire. Pendant qu'il continuait, je n'arrêtais pas de penser que ce serait génial si je pouvais arracher son bras et lui enfoncer le crayon dans la gorge pour voir ce qu'il en dirait. J'ai décidé alors que la prochaine fois qu'il me toucherait, je le tuerais. 1, 2, 3, 4, paf! J'ai tourné la tête, je me suis levée et j'ai arraché le crayon de sa main si fort qu'il est tombé de sa chaise. Je me suis mise sur lui et j'ai tenu le crayon contre sa gorge en appuyant de plus en plus fort. Il s'est agrippé à mes bras, essayant de m'éloigner de lui, mais je me sentais plus forte que jamais. Il ne parvenait pas à me repousser, alors qu'un filet de sang commençait à couler le long de son cou. C'est à ce moment que le principal, le vice-principal et 3 nettoyeurs ont réussi à me tirer de là. Tout à coup, j'ai entendu les cris de l'entièreté de la promotion. Les 35 élèves s'étaient entassés contre les murs dans le coin, avec la professeure peinant à respirer, pleurant et se collant à son bureau. Mes parents sont venus me chercher 20 minutes plus tard. Les flics n'ont jamais été appelés, et je suppose que les parents du gamin ont décidé de ne pas les appeler et de ne pas porter plainte. Je ne sais pas vraiment pourquoi. À leur place, je l'aurais fait. J'ai été expulsée de l'école et mes parents étaient très en colère. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais alors que je tenais le crayon contre sa gorge, tout ce à quoi je pensais était la sensation de bien-être que cela me procurait. Je me sentais invincible, puissante. À présent, je me sentais juste comme la fille de 16 ans que j'étais la veille, du haut de mon petit 1,50 m et mes 40 kg. Et ma migraine était revenue. Super. Je me suis souvenu qu'elle avait commencé à s'estomper quand je m'étais attaquée à Anthony. J'ai essayé de m'endormir, mais la seule chose à laquelle je songeais était le fait qu'il m'avait échappé. Je le voulais mort, ensanglanté sur le sol et suffocant. Je voulais en finir avec lui. Je voulais être la dernière chose qu'il ait vue avant de mourir. Je n'arrivais pas à croire que je pensais ainsi. Je n'avais jamais été violente auparavant. Mais maintenant, je ne pensais plus qu'à ça. Je me fichais de qui il pouvait s'agir. Je voulais juste tuer quelqu'un. Pas seulement tuer, mais torturer. J'ai décidé de retourner sur la page web pour voir si je pouvais trouver des réponses. C'était ce lien qui m'avait fait ça, qui m'avait transformée en une sorte de monstre. C'était là. Paysage hypnotique. Cette fois, lorsque j'ai cliqué dessus, c'était une liste, un ensemble de règles. Numéro 1,
Tue toujours complètement, sinon la migraine va s'aggraver rapidement et tu seras mort dans un délai de 4 mois. Numéro 2, fais-le lentement. Ne finis pas trop vite, sinon la migraine reviendra rapidement. Numéro 3, ne sois pas stupide, ne te fais pas prendre. Numéro 4, laisse la marque, quelque chose pour qu'ils se souviennent de moi, un petit J gravé sur leur front. Numéro 5, tu es ma création. Je t'ai créé pour perpétuer mon œuvre. Ne lutte pas, ça n'en vaut pas la peine. J'ai maintenant 26 ans et j'ai tué un nombre incalculable de personnes. Anthony a été mon premier meurtre officiel, seulement 3 mois après l'incident, alors que je ne pouvais plus supporter les migraines. Je ne pense plus être moi-même. Mon créateur va probablement voir ça et pourrait bien me tuer. Mais je voulais écrire ceci comme un avertissement avant que le monstre ne reprenne à nouveau le dessus. N'allez pas sur le dark web, ça n'en vaut pas la peine. J'ai une histoire sur le vrai darknet. Tor et les programmes similaires sont des options d'anonymat et de confidentialité convenables. Le véritable darknet est bien gardé et caché et ne peut être trouvé par aucun moyen à la disposition de l'internaute moyen. Vous pouvez me croire. Voici un exemple parmi les 4 ou 5 que j'ai personnellement expérimentés. Notez bien que cela implique une grande part de chance. Un de mes amis travaille dans un petit bureau de courtage en assurance automobile et m'a demandé de résoudre un problème avec son ordinateur qui ne reconnaissait pas le scanner du bureau sur son réseau. Ça n'a rien à voir avec le sujet, c'est simplement la façon dont je me suis retrouvée dans cette situation. J'ai pris mon ordinateur portable et j'ai remarqué un réseau sans fil web avec une forte puissance de signal. Par curiosité, j'ai allumé un outil de reniflage pour récupérer le mot de passe pendant que je me connectais au scanner. Quelques heures plus tard, au moment de partir, je me souviens du renifleur. J'ai obtenu le mot de passe, je me suis connectée et j'ai fait le tour. C'était un réseau domestique de base, un système en ligne avec un accès internet. Pas de pare-feu, apparemment pas d'antivirus et pour le fun, j'ai installé une backdoor avant de partir. On ne sait jamais sur quoi on peut tomber. En arrivant à la maison, j'ai commencé à fouiller plus sérieusement cet ordinateur. C'était juste un ordinateur familial ordinaire. C'est le modèle le plus adapté pour des déclarations de revenus. Il y avait quelques fichiers texte qui contenaient ce qui semblait être des mots de passe, des caractères aléatoires et quelques noms. Rien d'intéressant. Alors j'y ai laissé un verre informatique et je l'ai mis de côté pour une utilisation future. Quelques semaines plus tard, j'étais en train de configurer des proxys pour quelques-uns de mes bots quand je me suis rendu compte qu'il y avait 4 nouveaux bots que je n'avais pas mis en place moi-même. Ce que j'ai compris plus tard, c'est que le propriétaire de ce web, le patron de mon ami, avait récupéré un de ses fichiers sur une disquette que mon verre a prestamment affecté et qui s'est ensuite répandu sur d'autres appareils qu'il utilisait. C'est là que les choses sérieuses ont commencé. 2 de ces appareils avaient un accès à Internet bien sûr, mais elles n'avaient apparemment jamais été utilisées pour accéder à Internet. Elles étaient toutes les 2 sous Windows 98, sans aucun patch de mise à jour. Elles avaient apparemment accès à Internet uniquement parce qu'elles étaient physiquement mises en réseau avec nos appareils utilisés pour l'accès à Internet. Chacun de ces appareils avait environ 3 téraoctets de stockage. La plupart semblaient vides, mais étaient en fait presque entièrement remplis d'octets cryptés. Ces données facilement consultables comprenaient d'énormes quantités d'informations personnelles, notamment des noms, des adresses et des adresses de famille et d'amis. Parfois des animaux domestiques et d'autres fois beaucoup de détails comme les véhicules, les vêtements, la taille, le poids, les problèmes médicaux récents et d'énormes quantités d'informations. Toutes les listes ne contenaient pas toutes ces informations. Certaines ne contenaient que des noms et toutes avaient des dates. Je n'y comprenais pas grand-chose, mais ce que j'ai pu comprendre, ce sont les comptes bancaires. Des milliers, probablement des centaines de milliers de numéros, d'instructions, de coffres forts dans le monde entier. Afrique du Sud, Russie, Brésil, partout. Seulement les informations d'identification de base et une autre date. Aucune indication sur ce qu'il pourrait être. En fouillant dans l'un des 2 appareils, j'ai remarqué qu'un fichier était en cours d'écriture. Je me suis dit que quelqu'un était sur l'ordinateur à ce moment-là. Mais les seuls événements de commande provenaient de mon verre. Personne n'utilisait de souris ou de clavier. J'ai donc pensé que c'était un processus automatisé et j'ai observé ce qui se passait pendant 1 minute. Puis j'ai réalisé que l'ordinateur communiquait sur un autre réseau, qui n'était pas un programme que je reconnaissais. Grâce au fait que je savais quand il commençait à écrire et quand il s'arrêtait, j'ai été en mesure de transcrire l'ensemble du fichier qui était d'environ 78 mégas. J'ai supposé que c'était un seul fichier et pas un morceau de quelque chose d'autre. Et j'avais raison. C'était toujours crypté, mais ça s'est avéré être assez simple. Comme c'était un seul fichier, j'ai fait quelques suppositions sur la taille, et la première était la bonne. C'était un film, en format MPEG. Le titre était juste une chaîne de caractères aléatoires. La vidéo en elle-même était une vue aérienne de 3 hommes assis à une table. Pendant les 15 minutes de la vidéo, un seul a parlé. Cela ressemblait à du charabia.
J'ai pensé que c'était un code ou qu'il était fou. Il disait des choses comme « banane cassée »,« botte rouge enfoncée ». Il faisait une pause, puis disait une autre phrase étrange et continuait ainsi pendant environ 10 minutes. Les deux autres se contentaient de le regarder. L'un d'eux buvait ce que je pensais être du café. Finalement, il s'est penché en arrière et a demandé s'il pouvait laisser sa fille tranquille. Le type qui buvait le café a juste secoué rapidement la tête et ceux qui parlaient ont commencé à pleurer vraiment très fort. Il s'est à nouveau penché en avant et a dit une autre phrase absurde. Et la vidéo s'est terminée. L'horodatage datait d'environ 20 minutes avant que la vidéo ne soit téléchargée sur l'appareil d'où je l'ai récupérée. J'ai eu un sentiment très étrange à ce sujet. Mais à l'époque, je pensais que c'était le clip d'un film que je n'avais pas vu, et que ce que j'avais vu était du streaming en continu. L'horodatage du fichier correspondait à l'heure à laquelle il avait été envoyé. L'homme qui avait parlé le premier pleurait comme un bébé. Il avait apparemment fait des choses innombrables avec ce qui semblait être le cadavre d'une jeune fille. Sa gorge était tranchée et il y avait du sang partout sur la table. La même que celle où les 3 hommes étaient assis dans la première vidéo. Les 2 autres hommes étaient toujours dans la pièce, debout de part et d'autre, observant, fumant des cigarettes. Je n'ai pas fini de la regarder. Je n'ai mis qu'1 minute environ avant de comprendre ce que je voyais. J'ai vu beaucoup de choses à mon époque, ce n'était pas un film. J'ai effacé mes traces de ces systèmes et je n'ai pas regardé en arrière. Ce que j'ai encore du mal à croire, c'est que depuis l'ordinateur que j'avais piraté à l'origine, ces autres systèmes ont été infectés par une disquette. D'après ce que je sais, les 2 ordinateurs de stockage se trouvaient de chaque côté du globe, l'un à Los Angeles et l'autre à Pékin. L'ordinateur web que j'avais trouvé se trouvait à Dallas et 2 des autres ordinateurs infectés étaient à Winnipeg. Pour autant que je sache, le patron de mon ami n'avait pas quitté le pays. Cependant, son beau-frère était en visite à ce moment-là. Voici le récit de mon expérience sur non pas le Deep Web ni le Dark Web, mais plutôt ce que l'on croit être le Marianas Web. Pour ceux d'entre vous qui ne savent pas ce qu'est le Marianas Web, c'est en grosso modo l'endroit le plus sombre d'Internet où vous pouvez aller. Beaucoup de gens prétendent que le Marianas Web est un mythe et que les Red Rooms et la torture n'existent pas. Mais laissez-moi vous dire qu'ils ont complètement tort. Je le sais parce que j'étais un hacker sur le Deep Web. En fait, j'étais si avancée que je pouvais accéder à des fichiers et à d'autres choses auxquelles peu de gens avaient accès. Je pouvais pirater des lampadaires, les comptes bancaires des gens, les dossiers gouvernementaux et bien plus encore. Je savais que c'était mal, mais à l'époque, je pensais que j'étais malin et que je pouvais m'en sortir pratiquement sans aucun problème, tant que je faisais attention, ce qui a été le cas pendant un certain temps. C'était l'été 2018 et une nuit, j'ai décidé qu'il était temps de voir une partie d'Internet que très peu de gens avaient vue auparavant. J'ai rassemblé toutes les informations et les étapes pour atteindre les Marianas Web que je ne vais évidemment pas expliquer, mais disons simplement que ça avait beaucoup à voir avec le codage et le cryptage de fichiers afin de déverrouiller certains endroits. Beaucoup de gens pensent qu'il est facile d'accéder au Dark Web avec un simple navigateur, mais c'est beaucoup plus difficile que vous ne le pensez. Tôt ou tard, j'étais presque sûre de me retrouver sur le soi-disant Marianas Web. Les premières choses qui sont apparues étaient bien sûr des sites de drogue, des sites de vente de cartes de crédit volées et des sites fétichistes. Heureusement, ces sites ne m'intéressaient pas et je n'y ai pas prêté attention. Cependant, un message s'est alors affiché en haut à droite de mon écran. Il disait « Bonjour nouvel utilisateur, vous avez une invitation ». J'étais confus et j'ai décidé de trouver plus d'informations, alors j'ai bêtement cliqué dessus. Il y avait un écran blanc vide avec un seul lien. Je pouvais dire à partir du lien que c'était une sorte de vidéo. Je n'avais pas peur de me faire pirater car mon ordinateur était très bien protégé et quiconque osait me pirater n'y parviendrait aucunement. Je me suis pris pour un dur et j'ai cliqué sur le lien. Il a fallu un certain temps pour le charger, mais de l'électricité statique est apparue sur mon écran, ainsi qu'un bruit de type fréquence provenant de mon ordinateur. Cependant, un fond est apparu sur mon ordinateur avec une sorte de vidéo. La qualité était très granuleuse, mais j'ai pu distinguer une sorte de salon. J'ai eu la confirmation qu'il s'agissait bien d'une vidéo lorsqu'une porte de la pièce s'est ouverte. Un homme avec un masque effrayant est sorti et s'est assis sur l'une des chaises. Il a commencé à se présenter comme s'appelant Doug et à dire qu'il était connu pour tuer les gens. Il a ensuite commencé à parler de la façon dont il planifie le prochain meurtre et comment il s'en sort toujours. Comme je l'ai dit, j'ai beaucoup d'expérience avec le dark web et c'est normal de tomber sur des trucs comme ce Doug. Puis il s'est levé et est allé dans une autre pièce, ramenant ce qui ressemblait à une sorte de dossier. Il l'a ouvert et a montré des photos de tous les gens qu'il était censé avoir tués. Cependant, ce n'étaient pas seulement des photos des personnes elles-mêmes, c'était des photos de personnes assassinées, poignardées et battues. Il y avait une photo où une femme était écrasée par ce qui ressemblait à un camion. Il a expliqué qu'il avait trouvé des moyens créatifs de tourmenter ces gens sans avoir à les tuer sur le coup.
Ils voulaient que leur mort soit longue et douloureuse. Il y avait une section de commentaires et j'ai décidé d'essayer quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai tapé « T'es vraiment un malade de faire ça ». Un message est apparu à l'écran disant que j'étais stupide d'avoir fait ça. J'ai pensé que c'était peut-être une sorte de robot qui essayait de me faire peur, mais quelque chose en moi m'a dit que ce n'était pas un robot et que je parlais à une vraie personne. J'ai répondu en disant « Qui est-ce ?» Qui que ça ait été, il m'a répondu qu'il était Doug. Je lui ai dit que j'allais le dénoncer à la police et leur montrer la vidéo. Il y a eu une courte pause avant qu'il ne réponde en disant « Oh, vraiment ? Bien. Je suppose que je vais devoir te tuer, Jacob. » Dans mon esprit, j'ai bien sûr pensé qu'il plaisantait, mais j'avais tout faux lorsqu'il a tapé mon adresse complète. Cependant, l'adresse n'était que la partie visible de l'iceberg. Il a commencé à dire qu'il connaissait tout le monde, mes parents, ma famille, mes amis et même mes professeurs. J'étais choquée et je me demandais comment il pouvait bien faire ça. Il connaissait toutes les personnes que je connaissais et il a ensuite tapé « À plus tard ». Après cela, mon ordinateur s'est complètement éteint et ne s'est pas rallumé. Peu importe combien de fois j'ai essayé. Je ne l'ai pas dit à mes parents, car j'aurais eu de gros problèmes. Alors j'ai décidé de me taire et de noyer le poisson. Plus le temps passait, plus je pensais que tout ça était loin derrière moi. Cependant, quelques semaines plus tard, en rentrant à la maison, ma mère m'a interrogée sur quelque chose. Elle a dit que pendant que j'étais à l'école, un homme à l'air louche était venu à la maison et avait demandé à me voir. Ma mère, bien sûr, n'était pas stupide et a prétendu qu'il s'était trompé de maison. Elle m'a dit qu'il avait essayé de convaincre ma mère qu'il devait entrer, mais après que ma mère ait refusé, il a fini par abandonner. Encore aujourd'hui, je suis convaincue que celui qui était à ma porte ce jour-là était Doug. Ça montre à quel point une petite erreur peut presque ruiner votre vie entière. Je me demande toujours ce qui se serait passé si ma mère n'avait pas été à la maison.